Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Sandra Yaoukouman, qui est analyste en risques opérationnels. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Kemayou. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire comme de la principale puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Est-ce qu'elle a des chances de garder cette position? Oui, elle a tout à fait des chances de garder cette position. Pourquoi? Déjà, la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, a connu une période de crise qui a commencé donc en 99 et qui s'est terminée donc en 2011. Malgré cela, Après, en il y a eu la 2010, crise post-électorale. exactement. Malgré cela, en 2010, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire était tout de même positif, donc d'environ 3%. La Côte d'Ivoire a effectivement une place privilégiée en Afrique de l'Ouest parce qu'elle occupe au sein de l'UEMOA, qui est l'espace donc économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, une position privilégiée. Donc elle détient 40% de la masse monétaire donc, de cette zone. La Côte d'Ivoire est en train de penser ses plaies. Ça, c'est vrai, mais elle est en train de se retrouver. D'accord. On a annoncé un taux de croissance qui a été presque contredit, puisque aujourd'hui il est revu à la baisse. Ça veut dire que les perspectives dont vous parlez ne sont pas si solides que cela. Disons que ce sont des perspectives qui sont plutôt réalistes, je dirais. Parce que aujourd'hui, on sait bien que l'Europe ne se porte pas tout à fait bien. La Côte d'Ivoire a un système de mondialisation. Elle a des partenaires donc, européens et africains. Donc c'est en fonction de cette crise que les perspectives ont été revues à la baisse. Mais tout de même, la croissance en 2012 est prévue à être environ, je dirais, devrait être environ autour de 9%. Donc c'est tout de même une bonne perspective d'avenir. On frôle les deux chiffres. Oui, on espère tout à fait. Vu qu'il y a énormément de choses encore à faire en Côte d'Ivoire, de territoires inexplorés, je dirais, oui. On espère en tout cas dans l'avenir frôler, comme vous dites, en tout cas surtout arriver aux 10%. D'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a des secteurs qui peuvent porter cette croissance-là? Et si oui, lesquels? Moi, je dirais, de mon point de vue... Le cacao? Non, on ne parlera pas du cacao. Parce que je pense que le cacao, on exporte, on est le premier pays exportateur de cacao. Donc à ce niveau-là, non, je dirais qu'il y a d'autres secteurs qui sont encore inexploités, comme le secteur des mines. Il y a environ 4 ans, il y a une société de la place en Côte d'Ivoire qui a fait une étude sur le secteur donc, de la mine en Côte d'Ivoire. Et l'objectif de cette société, c'est que la Côte d'Ivoire, en horizon, je dirais, 2020, occupe une place privilégiée dans le secteur de la mine. Donc, elle voudrait que... Des industries extractives de façon générale ou vraiment du secteur minier? Du secteur minier. Donc, elle voudrait en gros que, au niveau des mines, que la Côte d'Ivoire ait environ 10% de son PIB. Parce qu'à l'heure actuelle, le secteur de la mine, ça ne représente même pas 1% du PIB, hors pétrole bien sûr. Donc il y a des recherches qui ont été faites en ce sens et on a constaté qu'il y a d'énormes gisements de renommée, mais vraiment mondiale en Côte d'Ivoire. Dans le secteur donc, du fer, de la manganèse, du nickel, du cuivre, surtout dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le seul souci, de mon point de vue, c'est qu'il y a une certaine faiblesse au niveau des infrastructures. Et pour pouvoir acheminer ces ressources. Pour pouvoir justement acheminer ces ressources vers les pays européens ou les pays de la sous-région. Et à ce niveau-là, il y a un projet qui a été mis en place qui est une extension du port de San Pedro. Donc le port de San Pedro qui est le premier port d'exportation de fèves de cacao. Donc c'est une extension qui sera en fait un port minéralier en eau profonde qui va permettre d'acheminer justement les gisements de fer ou d'autres ressources du coin. Il y a également un projet de transport ferroviaire qui irait de San Pedro vers la Guinée, qui permettrait également d'acheminer donc, le fer et toutes les ressources de la région. L'avantage que moi j'y vois, c'est vraiment une réduction du coût du transport et du temps de transit. Donc ça va vraiment booster cette économie-là, du secteur minier. D'accord. Donc il s'agit à la fois d'explorer le sous-sol, mais aussi d'asseoir une espèce d'intégration régionale, puisqu'il y a toutes ces voies en direction des pays voisins et de l'extérieur. Et toujours dans la mouvance en fait, de promouvoir, d'améliorer les infrastructures routières. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie d'un espace économique, un espace régional qui est donc l'UEMOA, comme je viens d'en parler. Et il y a un projet en fait qui a eu naissance, je dirais, à la fin des années 90,
qui est un projet de transport routier. Ce serait en fait un corridor qui irait d'Abidjan à Lagos, pour permettre donc d'acheminer toutes sortes de marchandises. Comme on sait qu'en plus le Nigeria est le principal importateur de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez donc à ce niveau-là, beaucoup de choses, on peut tirer énormément de choses au niveau du commerce. Donc là, il y a l'UEMOA, mais aussi la CEDEAO. Oui. Parce qu'au-delà du Nigeria, il y aura probablement aussi... Donc vous voyez, ça c'est déjà c'est quelque chose vraiment de positif pour la Côte d'Ivoire. Donc ça peut booster également donc, non seulement le secteur minier, mais tout ce qui est transport de marchandises agricoles. Donc j'ai dit, je ne peux pas énormément parler par exemple de cacao, mais c'est vraiment un projet qui permettrait vraiment à la Côte d'Ivoire d'asseoir son influence dans la zone. Avec le Nigeria aussi qui est en situation très délicate sur le plan politique actuellement. Oui. Vous pensez que ça va profiter à la Côte d'Ivoire pour élargir son rayonnement au-delà de la zone francophone? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en ce moment, le Nigeria a quelques problèmes, mais je ne connais pas énormément du genre le potentiel économique du Nigeria, mais je sais que c'est un géant également en Afrique de l'Ouest et que c'est un de nos principaux importateurs. Donc il faut absolument qu'on fasse commerce avec le Nigeria. On ne peut pas se permettre de rester dans une spectre vraiment réduite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme celui-là, comme celui des transports et des infrastructures qui pourraient porter la croissance le secteur des télécommunications, en particulier la téléphonie mobile. La téléphonie mobile a connu un boom énorme en Côte d'Ivoire. Il y a 8 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire, d'une vingtaine de millions. Vous voyez, c'est énorme pour un pays africain. Le taux de pénétration de ces entreprises-là, dans la période de 2005-2007, était d'environ 73%. C'est mieux que les banques. Hein. Voilà, déjà. Imaginez un peu tout le nombre de personnes donc, qui ont accès vraiment à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Il y a plus de lignes de téléphonie mobile que de lignes de téléphonie fixe. Hein. Donc déjà. Donc à ce niveau-là, on pourrait vraiment tirer un profit. Moi, par rapport à cela, je pense en fait à un projet qui a été développé par un investisseur camerounais qui vit d'ailleurs en France. Cet investisseur-là, il est parti avec l'objectif que le taux de bancarisation en fait, en Afrique de manière générale est assez faible. Donc il a voulu adapter la téléphonie mobile aux réalités africaines. Donc son idée, c'est de créer une carte, il l'a déjà créée d'ailleurs, je dis c'est de créer, mais il a créé. C'est une carte de paiement qui est rechargeable, que vous utilisez donc avec votre téléphone portable. Donc aussitôt que vous achetez la carte, vous la rechargez donc avec votre téléphone portable. Et avec cette carte, vous faites énormément de choses. Vous pouvez transférer de l'argent, vous pouvez payer des factures d'électricité. Donc il y a beaucoup de valeur ajoutée à la Exactement. carte. C'est-à-dire qu'au-delà de la téléphonie mobile, au-delà d'appeler et recevoir des appels, on peut également faire des opérations financières. Voilà, exactement. Et vous savez qu'en Afrique, de manière générale, peu de gens ont des comptes bancaires. Donc voilà, donc, ça pousse également les gens à utiliser donc, cette carte. Et cette personne, pour moi, elle a eu vraiment une idée astucieuse. D'accord. Voilà. Donc, au-delà de l'usage traditionnel que l'on a du téléphone mobile, on peut aujourd'hui, avec la valeur ajoutée qu'apporte ce service dont vous parliez, oui. Contribuer à la croissance aussi économique du pays. Exactement. Et vous avez évalué un peu les chiffres dans ce domaine? Je sais que par rapport à ce projet-là en particulier, cette personne, par exemple, elle a un taux d'abonnement, je pense qu'elle a 80 000 personnes qui utilisent donc la MoneyCard. Donc vous imaginez un peu déjà les retombées économiques déjà pour cette personne. Et voilà. Donc pour moi, ce sont des choses en fait qui peuvent vraiment porter la Côte d'Ivoire. D'accord. Après, il y aura la sérénité qu'il faudra ramener dans le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Oui. En ce moment, le gouvernement travaille énormément par rapport à l'insécurité. Parce que vous savez qu'avec la crise, il y a énormément d'armes qui circulent. Il y a la maison d'arrêt d'Abidjan qui a été libérée. Enfin, il y a beaucoup de prisonniers qui ont été libérés de la maison d'arrêt d'Abidjan. Et en ce sens, le gouvernement ivoirien est tout à fait conscient qu'elle doit rassurer ses investisseurs. Donc en ce moment, il y a énormément de patrouilles qui sont faites et la sécurité, en tout cas, c'est vraiment une priorité du gouvernement ivoirien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pour que tout se passe bien, il faudra travailler à la fois avec les partenaires nationaux, mais aussi élargir à l'international à d'autres partenaires qui n'étaient pas des partenaires traditionnels de la Côte d'Ivoire? Moi, je suis tout à fait d'accord. Quand je prends l'exemple de la Chine, par exemple, qui investit énormément en Afrique, je pense qu'on pourrait se diriger aussi vers la Chine.
parce que la Chine a un important besoin de matières premières et nous avons les matières premières. Donc on peut par exemple utiliser la Chine comme partenaire, exporter nos matières premières vers la Chine. Je sais que la Chine a travaillé avec d'autres gouvernements en Afrique centrale pour construire par exemple des ponts, pour réaliser des projets. Ça, ce sont des choses qui peuvent aider effectivement le gouvernement ivoirien. Donc il ne faudrait surtout pas qu'on se ferme à nos partenaires traditionnels. On peut aller vers l'Asie, donc vers la Chine, vers le Brésil, vers l'Inde. Donc oui, tout à fait, il faudrait qu'on élargisse notre spectre de partenaires économiques. Et quelle forme de coopération avec les pays voisins, les pays de l'UEMOA, enfin ECOWAS, comme ils disent en anglais, la CEDEAO? Comme j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est fait au niveau des infrastructures routières, par exemple. Je trouve que ça pourrait booster le commerce des marchandises dans cette zone. Voilà, ça, ce sont des exemples. Les infrastructures au niveau ferroviaire, portuaire. On a souvent parlé de la bourse de valeurs mobilières, la bourse régionale de valeurs mobilières qui à un moment a été délocalisée au Mali, puis est revenue à la fin de la crise. Oui. Est-ce que la bourse peut aussi contribuer à la croissance? Oui, tout à fait. Je sais qu'en Afrique de manière générale, on est beaucoup plus axé vers l'agriculture, vers le secteur des services. Mais la bourse, oui, peut effectivement aider la Côte d'Ivoire à asseoir son emprise en fait dans la sous-région, oui, tout à fait. Et s'il fallait conclure aujourd'hui, et que vous auriez en face de vous un investisseur qui ne connaît pas beaucoup le pays, mais qui se dit en regardant la télé, on va dire, oh, il y a eu 10 ans de crise, 4 mois de crise post-électorale, un climat post-conflit pas très évident, qu'est-ce que vous lui direz pour le rassurer et lui dire qu'il peut investir en Côte d'Ivoire? D'abord, je lui dirais qu'au niveau de la sécurité, que le gouvernement travaille énormément pour asseoir, pour permettre aux investisseurs d'investir en Côte d'Ivoire. Je lui dirais également qu'en ce moment, on est quand même dans une situation de stabilité. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, donc à ce niveau-là. Je lui dirais également qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont inexplorés. Et comme le secteur minier, l'agriculture par exemple, je peux en parler quand même un tout petit peu. En ce moment en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de cadres et de non-cadres qui investissent par exemple dans la culture de l'EVA. Donc qui achètent des terrains dans des campagnes et qui font de la culture d'EVA. Et le retour sur investissement de l'EVA est vraiment conséquent. Donc voilà des exemples d'investissement qu'un investisseur lambda qui n'a pas énormément d'argent ou d'un Africain de la diaspora peut faire en Côte d'Ivoire et vraiment avoir de l'argent. Voilà. Merci beaucoup Sandra Yao Clément. Je rappelle que vous êtes analyste et spécialiste en risques opérationnels. J'espère que votre argumentation permettra à nos téléspectateurs de prendre confiance pour aller investir en Côte d'Ivoire. Oui, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup l'Afrique, j'ai confiance en nos potentialités. Je sais qu'on dresse très souvent un tableau très noir de l'Afrique, de manière générale, mais je veux surtout faire comprendre qu'en Côte d'Ivoire ou dans la majorité des pays africains, il y a encore des territoires inexplorés. Et c'est vraiment nous, les Africains, qui devons faire connaître ces territoires aux téléspectateurs comme vous et aux personnes de Télésud, aux gens du monde entier. Merci beaucoup et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Antenne du jour. À bientôt.